Alors finalement, pourquoi autant de personnes prennent la mauvaise direction? Eh bien c'est parce que le retour sur investissement n'est pas visible à court terme. Il est seulement visible après 10 années environ pour les startups et 1, 2, 3, voire 4 ans pour les crypto-monnaies. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la majorité des investisseurs en crypto-monnaies vont prendre des risques beaucoup trop élevés en allant vers des crypto-monnaies comme Shiba Inu ou Dogecoin, puisqu'ils croient en des croissances exponentielles à court terme et finalement, ils vont se brûler les ailes. Futur entier, salut à toi, je te souhaite encore la bienvenue dans cette vidéo, toujours à Bali, toujours avec Quentin, Salut. avec un autre décor ce coup-ci. Tiens, pour la petite anecdote avant de démarrer, on est ici dans la maison d'un participant de formation qui est un très bon pote de Quentin, qui a rénové entièrement cette maison qui était une maison balinaise à la base, enfin typique indonésienne, qu'il a complètement rénovée et qui revend là bientôt avec une plus-value normalement. Il a fait une très très belle affaire, donc voilà, tant qu'à faire, un petit point IMO avant. Encore une vidéo avec Quentin, on fait une petite série pendant qu'on est ici à Bali, on en profite, donc sujet des crypto-monnaies. Aujourd'hui, un sujet qui est la diversification des cryptos. Alors ça marche dans les cryptos, mais ça marche aussi dans les autres sujets. Dans l'immobilier, ça dépend, mais dans le monde des startups, on en a parlé tout à l'heure, pour avoir fréquenté ou parlé avec des fonds d'investissement ou des fonds type les FCPI, par exemple, les fonds de commun de placement dans l'innovation qui investissent dans diverses startups. Des fois, une stratégie d'être trop diversifiée, comme dans les crypto-monnaies, c'est pas forcément une bonne stratégie. Il vaut mieux des fois en avoir moins, mais être très ciblé et faire de très bonnes analyses. Et donc, c'est ce que va t'expliquer Quentin ici pour le sujet des cryptos. Voilà, exactement. On va s'appuyer en fait sur un bouquin de Peter Thiel qui s'appelle Zero to One, où là, il explique comment procède son fonds d'investissement, qui est un fonds avec énormément de succès pour finalement trouver des très bons investissements, et comment est-ce que le concept applicable à l'investissement en startup, en fait, nous, on va pouvoir le superposer à l'investissement en crypto-monnaie. Alors tout d'abord, comment fonctionne l'investissement en capital risque, donc de ces fonds d'investissement qui investissent en startup? Eh bien, la première chose, c'est qu'elles vont lever de l'argent, prendre les fonds en fait, d'investisseurs, le placer pour eux et puis générer une plus-value sur laquelle elles vont se rémunérer avec, par exemple, pour le fonds de Peter Thiel, 20% de commission. Généralement, ces fonds d'investissement, ils se donnent 10 ans pour avoir un retour sur investissement sur une startup. C'est toujours un investissement sur le long terme. Et ils espèrent donc gagner de l'argent au moment donné où la startup va avoir un rachat ou alors avoir une IPO, donc une cotation en bourse. Donc ces fonds d'investissement se donnent quelques années pour être profitables en sachant qu'à court terme, il se peut qu'elles soient avec des pertes latentes. Pour les crypto-monnaies, c'est exactement le même concept, sauf que le très gros avantage des crypto-monnaies, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un fonds d'investissement, d'avoir des millions de dollars de côté pour investir dans les crypto-monnaies. Vous pouvez commencer avec très peu. Et l'autre très gros avantage, c'est que avec l'investissement en startup, on a besoin que la startup ait un produit qui fonctionne pour être valorisé et être revendable. Pour les crypto-monnaies, ce n'est pas le cas. Il suffit d'avoir un token avec un projet viable pour qu'il soit valorisé et listé sur les marchés publics. La courbe qui est juste ici, en fait, illustre la taille du portfolio d'un fonds d'investissement et aussi d'un investisseur en crypto-monnaie et comment sa plus-value va évoluer au fil du temps. On vous distingue une petite perte latente au début, puis une poussée exponentielle si les investissements sont bons. Le constat aujourd'hui, c'est que la plupart des fonds d'investissement, tout comme les investisseurs en crypto-monnaie, perdent de l'argent. Pourquoi ça? Eh bien, le problème de fonds, à mon avis, au-delà du fait qu'ils investissent au mauvais moment et qu'ils diversifient trop. La stratégie va être de se dire je mets un petit peu de partout, un petit peu en métaverse, un petit peu en gaming, un petit peu en finance décentralisée. Comme ça, j'ai des œufs un peu dans tous les paniers et au moins je m'assure d'avoir un gain si un de ceux-ci explose. Ok, j'en ai qui vont perdre, mais au moins ceux qui feront x10 ou x100 rattraperont les pertes des autres crypto-monnaies. Donc sur le fond, cette approche a juste, mais c'est l'application qui est mauvaise. Et en fait, tout le monde va avoir de base cette approche dû simplement à l'idée commune qu'on nous répète depuis qu'on est petit en nous disant ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Du coup, en ne voulant pas mettre tous tes œufs dans le même panier et en voulant surdiversifier, en achetant trop de crypto-monnaies, tu vas attribuer du capital à beaucoup trop de projets et surtout tu vas attribuer trop peu de ton capital aux bons projets, ce qui fait que ton retour sur investissement ne sera pas aussi élevé que si tu avais mis assez de capital dans les bons projets. Un des grands secrets des fonds d'investissement est que leur meilleur investissement va rapporter autant voire plus que le reste de leur portfolio. Ce qui fait que les fonds d'investissement se donnent deux règles. La première règle est de se dire que on va investir seulement dans des projets qui ont le potentiel de rembourser la totalité du portfolio. Par exemple, si tu as 10 000 $ de capital, tu vas vouloir que chaque investissement que tu vas faire ait le potentiel de te rapporter au moins 10 000 $. Par contre, tu vas absolument ne pas vouloir dépasser, en ce qui concerne les crypto-monnaies, 10% de ton portfolio dans un seul projet. Pour gérer ton risque et ta diversification, tu vas ne pas vouloir donner plus de 10% de ton capital sur la plupart de tes projets. Cette première règle, en fait, elle fait peur puisqu'elle va éliminer 99% des projets dans lesquels tu voudras investir.
et elle va te forcer à te limiter. Et la deuxième règle des fonds d'investissement est que la première règle est déjà assez contraignante pour qu'il n'y en ait pas une deuxième. Maintenant, je vais donner un exemple concret. Imagine que tu souhaites acheter de l'Ether au moment où il a crashé au début de la crise du Covid à 100 $, et donc pour 100 $, tu achètes un Ether. Sur 2 années, tu as multiplié tes 100 $ par 48 et tu arrives avec une somme de 4800 $. C'est une très belle chose, c'est une très belle performance. Oui, mais si les 100 $ que tu as investis ne représentent que 1% de ton portfolio et que tu avais 9900 $ de capital que tu as investi ailleurs qui ont sous-performé, alors il se peut que tu n'aies pas rattrapé ton capital de départ de 10 000 $ et que tu n'aies pas fait de plus-value. Si tu as mis 100 $ qui sont transformés en 4800 $ et que les 9900 autres dollars que tu as investis finalement aient été à perte, eh bien ta performance a été moindre. En somme, il t'aurait fallu trouver 3 projets qui performent autant qu'Ethereum pour arriver à avoir un investissement global qui soit rentable. Quand on dit qu'il faut toujours chercher à investir dans des entreprises qui peuvent devenir un monopole et vraiment rapporter autant que ton fonds global, je te donne un exemple. Aujourd'hui, Ethereum avec un market cap de 230 milliards de dollars, c'est autant que la moitié de tous les autres altcoins qui représentent 440 milliards de dollars aujourd'hui, pour te montrer à quel point un projet peut venir prendre le monopole du marché. Donc en somme, il vaut mieux investir dans moins de projets. Moi, j'investis dans maximum 10 à 15 crypto-monnaies en même temps, plutôt que de vouloir trop diversifier. Si tu diversifies trop, alors là, ça s'apparentera plus trop à l'investissement, mais plutôt à de la loterie, puisque tu vas te dire je mets de l'argent un petit peu de partout et ensuite je prie pour qu'il y en ait un qui fasse x100. Pour reprendre l'exemple de Peter Thiel et de son fonds Founders Fund, eux, ils n'investissent que dans 5 à 7 entreprises à la fois et ensuite, ils mettent toutes les ressources nécessaires pour pousser ces startups et ces entreprises à réussir. Pour être concret sur la réussite de son fonds, le fonds de Peter Thiel a été celui qui a investi très tôt dans Facebook, Airbnb, SpaceX, Stripe, Wish, Paxos qui est un stablecoin et Palantir qui est une de leurs plus grosses réussites. De plus, concernant les crypto-monnaies, mon expérience me démontre que plus on a de crypto-monnaies, plus elles sont difficiles à gérer, plus l'attention est dispersée et moins on les achète et on les revend au bon moment. Et c'est à ce moment-là finalement qu'on ne va pas réussir à maximiser aussi bien les gains qu'on aurait pu faire sur son portfolio. Alors finalement, pourquoi autant de personnes prennent la mauvaise direction ? Eh bien c'est parce que le retour sur investissement n'est pas visible à court terme. Il est seulement visible après 10 années environ pour les startups et 1, 2, 3, voire 4 ans pour les crypto-monnaies. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la majorité des investisseurs en crypto-monnaies vont prendre des risques beaucoup trop élevés en allant vers des crypto-monnaies comme Shiba Inu ou Dogecoin puisqu'ils croient en des croissances exponentielles à court terme et finalement, ils vont se brûler les ailes. Je vais reprendre 3 charts de Peter Thiel pour t'illustrer finalement le processus d'un fonds d'investissement et sa rentabilité sur 10 ans. Alors en fait, on va prendre le même exemple que pour les startups mais pour 10 crypto-monnaies. Admettons que tu investisses dans 10 crypto-monnaies que tu aies sélectionnées. Au début, les 10 crypto-monnaies auront une croissance ou du moins une performance qui seront plutôt similaires. Donc tu auras du mal à distinguer lesquelles pourront devenir ce qu'on appelle des blue chips, donc des leaders, et auront un gros potentiel de croissance exponentielle à long terme. Après quelques mois ou quelques années, certaines crypto-monnaies auront échoué, d'autres auront stagné et d'autres auront commencé à montrer leur leadership et à croître beaucoup plus que les autres. On commencera à distinguer lesquels peuvent être des leaders. Et c'est après quelques années pour les crypto-monnaies qu'on distinguera lesquels auront eu la plus grosse performance exponentielle. Dans les startups, c'est la même chose, c'est au bout de 10 ans qu'on distinguera qui sont les licornes, quelles sont les entreprises qui ont été valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Alors finalement, comment définir en amont, ou du moins comment essayer de trouver quels vont être ces projets qui auront le potentiel en crypto-monnaie de devenir des leaders sur le marché? Eh bien, pour définir quelle crypto-monnaie pourrait devenir un monopole, on va mener ce qu'on appelle une analyse fondamentale. On va d'abord évaluer la valeur ajoutée du projet, à quel besoin il répond. Ensuite, on va évaluer la roadmap, donc le plan d'action de l'entreprise et sa capacité à mettre en place son plan. Ensuite, on va regarder l'équipe, qui sont les fondateurs du projet et est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires pour mener à bien leur projet. Après, on va regarder qui sont les investisseurs et les conseillers au bord de cette entreprise, de ce projet, ou les advisors. Est-ce qu'il y a des gros fonds d'investissement comme Binance par exemple? Et j'allais oublier ce qu'on appelle les tokenomics. Alors les tokenomics, ce sont donc les données économiques de votre token. Un token, c'est une unité pour représenter une crypto-monnaie, par exemple un Solana. Donc dans les tokenomics, on va regarder déjà la mise en circulation des tokens, c'est-à-dire quelle quantité de votre token, donc par exemple quelle quantité de Solana il y a déjà en circulation et avec quel calendrier on va libérer le reste des Solana qui vont être mis en circulation sur le marché. Et donc avec ces données, on va essayer de déterminer à quel moment en fait l'offre pourrait trop augmenter et donc exercer une pression sur le prix. Aussi, on va regarder qui détient la majorité des tokens, par exemple Solana,
Et donc, si une trop grosse partie des tokens mis en circulation sont détenus par l'équipe des fondateurs ou par les fonds d'investissement qui ont été les premiers à investir dans Solana, eh bien vous savez que potentiellement, il y aura un risque que le jour où la crypto-monnaie devient publique ou alors à une certaine date, il y ait une grosse pression vendeuse puisque ces acteurs vont vouloir vendre beaucoup de Solana. Ces 5 points sont plus complexes qu'ils en ont l'air et d'ailleurs on les aborde dans la formation sur les crypto-monnaies qu'on a construit avec Christopher. Donc pour conclure, on a vu qu'il valait mieux chercher les projets qui ont un potentiel de devenir un monopole et en acheter beaucoup moins plutôt que de vouloir trop diversifier et acheter trop de projets. De plus, il y aura des moments opportuns pour racheter des crypto-monnaies ou du moins des altcoins, des crypto-monnaies autres que Bitcoin ou Ethereum. Ça, ce sera à toi de définir quand. Bon, futur entier, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, très complète avec Quentin sur le sujet des cryptos. Dernièrement, j'ai donné une très grosse conférence au Zénith de Paris. On était plus de 4000 personnes, c'était la folie. Je pense que tu as dû voir passer des images. J'ai parlé immobilier, mais on a aussi parlé crypto et Quentin est intervenu sur le sujet des cryptos. Et d'ailleurs, on a décidé de t'offrir cette conférence qui va beaucoup te plaire à mon avis. Donc, c'est sur les cryptos au sens très large. Et on aborde plein d'autres sujets très intéressants dedans. Donc, tu cliques dans la description, tu as un lien, tu recevras ça directement par mail. Regarde tes indésirables, c'est possible que ça tombe dedans. Et amuse-toi bien, profites-en bien parce qu'elle est très intéressante. On te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut.